Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. C'est parti. Je vais donc vous parler du télétravail, enfin un point où en est-on sur ce sujet qui a fait son apparition depuis quelques années avec la crise Covid et qui est à la fois controversé, qui présente des avantages et des inconvénients, très 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 discuté avec pas mal de remises en question ces derniers temps. Donc l'objectif, c'est pas faire un point sur les tendances, comprendre les enjeux, les avantages, les inconvénients, les bonnes pratiques et voilà comment le faire évoluer. On va démarrer avec quelques définitions et puis ensuite voir quelles sont les tendances actuelles avec quelques exemples chiffrés. Donc les avantages et les inconvénients à la fois pour les entreprises, les salariés et enfin quelques conseils pour en tirer le meilleur parti pour nos entreprises, nos entrepreneurs. Question qui avait été, enfin comment dire, remarque qui avait été faite par un cadre interrogé dans le cadre d'une étude sur le télétravail. Vous avez déjà essayé de monter un groupe de rock par téléphone, donc c'était effectivement quelqu'un qui considérait que télétravail ne pouvait pas permettre de construire une entreprise, en tout cas une entreprise jeune, dynamique, innovante, ça fonctionne mal. Voilà, comme un groupe de rock, une entreprise de croissance a besoin d'une certaine énergie, d'innovation, de, de, de travail je veux dire, en groupe, voilà, de cohésion, etc. Et ça, c'est pas évidemment ce qui est le plus favorisé le télétravail. Alors, le télétravail, il était banalisé avec le Covid, il est remis en question. C'est aujourd'hui difficile de revenir en arrière, considéré comme un avantage acquis, et il recouvre des réalités très, très variables. Donc là, en haut à gauche, on voit une image assez idyllique. Voilà, le télétravail dans des conditions de rêve. La personne est concentrée, on a l'impression que et effectivement, elle travaille au calme, dans une espèce de sérénité, très concentrée. À droite, dans télétravail, il y a plus ou moins de travail en fait, et là, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de concentration. Et puis dans les images du bas, on voit les problèmes que ça peut poser, notamment d'articulation avec la vie familiale, les enfants qui réclament aussi une certaine attention, et puis les risques de burn-out, d'isolement, de mauvaise gestion du temps, et voilà, des situations où le burn-out peut être encore plus problématique parce que on est isolé. Quelques définitions tout d'abord. Alors, le télétravail, il désigne toute forme d'organisation du travail effectuée hors des locaux de l'employeur de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information. Sa mise en place nécessite un accord collectif, une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE ou un accord formalisé entre l'employeur et le salarié. Donc là, on est typiquement dans le droit du travail, avec voilà, une formalisation du télétravail, des conditions de son intégration, de son application dans l'entreprise. Voilà, ce qu'on en retient, c'est que ça doit être encadré. Le caractère volontaire du télétravail est un principe fondamental, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, épidémie, force majeure, l'employeur ne peut pas l'imposer unilatéralement aux salariés. Ça veut dire qu'il y a toujours le souci du législateur de protéger le salarié, ce qui est tout à fait bien et normal. Mais c'est comme si le télétravail était un nouveau mauvais coup que lui jouait l'entreprise. Mais la réalité est bien différente puisque
Parfois, c'est plutôt le salarié qui va avoir du mal à revenir travailler dans l'entreprise. Les accords ou chartes doivent notamment préciser un certain nombre de points: la répartition des jours de télétravail et de travail en présentiel, le contrôle du temps de travail, voilà, comment on garde quand même une certaine vision sur ce que font les salariés. Les plages horaires de contact, bah oui, les mails tout le monde n'a pas le même rythme de travail, les mêmes horaires, a fortiori quand on est en télétravail. Et donc, c'est pas parce qu'on reçoit un mail au milieu de la nuit qu'on est censé y répondre au milieu de la nuit. Et maintenant, effectivement, de plus en plus, il y a une petite mention en bas des mails qui précise ce point-là. Le principe d'une certaine souplesse et d'exception, voilà, pas non plus faire des choses trop rigides, de tel jour, mais pouvoir adapter en fonction de contraintes de l'entreprise, de situations particulières, euh, et puis éventuellement pouvoir également revenir en arrière. Alors pour certaines catégories de salariés, évidemment, il y a des choses spécifiques à prévoir: handicap, grossesse, et aussi les personnes qui ont en charge des personnes vulnérables, ce qu'on appelle les aidants, personnes âgées ou autres, pour qui, évidemment, le télétravail a changé beaucoup de choses. Et puis, une clause de revoyure qui est très recommandée de manière à pas inscrire les choses dans le marbre. La situation en France et les tendances. Aujourd'hui en France, les salariés sont désormais très attachés à cette flexibilité, particulièrement en France, avec 80% des Français contre apparemment 64% dans les autres pays. Est-ce qu'on était plus loin que d'autres pays dans l'adoption du télétravail, ou est-ce que c'est le besoin éperdu de liberté des Français, d'indépendance, etc., qui s'exprime? Je ne sais pas, mais apparemment, ce sont les chiffres. 47% des entreprises, quasiment la moitié, ont intégré le télétravail. 33% des Français pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine. C'est considérable. Majoritairement et évidemment les cadres. C'est beaucoup moins facile pour des ouvriers qui travaillent sur une chaîne de production. Et en moyenne, on a quand même 1,9 jours de travail à distance par semaine pour l'ensemble des entreprises françaises. Donc le télétravail est devenu un véritable acquis social auquel les salariés sont très attachés. Il a été à un moment donné récupéré par les grandes entreprises, et les moins grandes d'ailleurs, qui ont vu une évolution sociale qui leur permettait de générer de grosses économies: locaux, bureaux, transports. Et certaines entreprises ont même imaginé aller en full remote, plus de locaux et l'entreprise totalement décentralisée. Récemment, on a eu un phénomène de retour en arrière. Beaucoup de grandes entreprises demandent à leurs salariés de passer davantage de temps au bureau. Le télétravail, on en revient. Unilever France, par exemple, qui était passé à 2 jours, voire un seul jour de présentiel par semaine, repasse et est repassé maintenant à 3 jours, et plutôt en train de repasser même à 4 jours de présentiel par semaine. Amazon et Ubisoft imposent le retour au bureau à 100%, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, notamment des grèves chez Ubisoft. Et Trump est prêt à licencier les fonctionnaires qui persistent et signent pour le télétravail. D'ailleurs, dans un certain nombre d'entreprises, le retour, enfin la demande de l'entreprise de revenir au bureau pourrait masquer, dans certains cas, des plans sociaux, puisque il est très clair qu'un certain nombre de salariés n'accepteront pas de revenir travailler au bureau à 100%. Donc, une manière habile de faire partir une partie des effectifs. Alors, pourquoi le retour présentiel? Certaines entreprises considèrent que ça permet de mieux communiquer. Difficile de dire le contraire. Que ça permet ça laisse plus de liberté, enfin ça permet d'être plus créatif en équipe. Ça permet une meilleure intégration des juniors et ça réduit le risque d'isolement. Tout ça est assez vrai. Faut-il pour autant revenir à 100%
en présentiel. Euh, la question est posée. Moi, on a, par exemple, Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, qui a expliqué, qui a répondu à une interview récemment, je n'en peux plus du télétravail, du travail à distance. Voilà, ça c'était dans des échos récemment. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça ne marche tout simplement pas, ça ne fonctionne pas pour la créativité, ça ralentit la prise de décision. Il fustige notamment les profiteurs du télétravail. Dès que la semaine se termine, ne me dites pas que le travail depuis la maison fonctionne le vendredi, j'appelle beaucoup de monde le vendredi et il n'y a jamais personne qui me répond. Nous n'avons pas besoin de tant de gens. Nous recrutons simplement parce que les gens que nous avons en interne ne font pas le travail qu'ils doivent faire, a-t-il argumenté. Le seul avantage pour lui, ben, il reconnaît quand même que pour certaines populations de salariés, notamment les aidants, comme on disait tout à l'heure, c'est utile, mais sinon il remet totalement en cause la pertinence du télétravail. En France, un retour en arrière radical est quasiment impossible et donc les formules s'affinent. On a par exemple là une fintech de 50 salariés dans laquelle une charte a été signée en 2021 qui est toujours valable, qui prévoit 3 jours maximum par semaine de travail à distance. Donc, il faut être minimum 2 jours présents et présence obligatoire sur site les lundis. On fait, voilà, c'est le moment de structurer les projets, de faire les points, de s'organiser, et les jeudis auxquels voilà, on va consacrer davantage d'échanges informels pour renforcer l'esprit d'entreprise. Alors, bon, accord d'entreprise, charte. Une charte, c'est jugé plus simple, moins contraignant qu'un accord d'entreprise et on peut, et il est même recommandé, comme on le disait tout à l'heure, d'y inclure une clause de revoyure en disant, voilà, les choses ne sont pas gravées dans le marbre, on va pouvoir se reparler dans 6 mois, dans un an et évaluer, voilà, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des choses à aménager, améliorer. Alors, les avantages, les inconvénients du télétravail, on les connaît tous plus ou moins. On va quand même les repasser en vue. Alors, pour les entreprises, eh bien, lors des recrutements, ça donne évidemment accès à des profils plus nombreux et à des salaires plus bas. Évidemment, des gens qui sont dans des coins un petit peu perdus vont avoir des moyens moins élevés, un coût de la vie plus bas. Et donc, c'est effectivement une opportunité en termes de recrutement. Euh, Certaines fonctions, bah, à un moment donné, les développeurs, où c'était un peu tendu, ça permettait de trouver des solutions nettement plus économiques et des talents meilleurs. Baisse du turnover, bah oui, ça permet de fidéliser un bon équilibre hybride entre présentiel et télétravail fait que les salariés s'y retrouvent et ont envie de rester. Amélioration de la motivation des salariés, productivité meilleure grâce à la flexibilité. Alors, c'est effectivement moins de perte de temps en réunion qui s'éternise, moins de temps autour de la machine à café, moins d'interruptions, une plus grande concentration voilà, pour des tâches qui le demandent. Réduction des coûts, évidemment, locaux, transport. Ça présente des avantages pour les employés, un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, moins de transport, plus de vie en famille, une autonomie accrue, voilà, on est plus responsabilisé et puis on peut mieux gérer son temps, encore en étant moins interrompu à tout bout de champ. Ça présente quand même des inconvénients pour l'entreprise et pour les managers, la difficulté à animer et suivre des réunions, notamment en mode hybride, quand tout le monde n'est pas là en même temps. On a tous l'expérience de ces réunions en visio où on a tendance à ignorer, enfin, ou à moins prêter d'attention aux gens qui sont en visio, qui ont davantage de difficultés pour prendre la parole, pour intervenir, qui du coup se sentent moins inclus dans les réunions. C'est pas facile. Euh, Recrutement, voilà, de plus en plus de candidats imposent toute partie ou va avoir une totalité de télétravail et c'est deal breaking. Hein, c'est à prendre ou à laisser. Évidemment, difficulté pour contrôler le travail à distance, toujours l'inquiétude, est-ce que les salariés travaillent vraiment? Et est-ce qu'ils travaillent vraiment tout le temps? Est-ce qu'ils travaillent vraiment de manière efficace et concentrée?
Et évidemment, il y a le problème de la sécurité des données, hein, de plus en plus, les risques d'intrusion dans le SI, et évidemment à travers des accès aux intranets qui vont être moins protégés. Et puis, plus difficile de détecter des signaux faibles de personnes qui seraient en difficulté, en risque de burn-out, en risque d'isolement. Inconvénient pour les employés, isolement social, risque de surcharge mentale, trop d'autonomie, et puis la confusion entre vie privée et professionnelle, qui, voilà, si on s'y prend pas bien, peut être compliqué. Euh, alors, quelques conseils et quelques bonnes pratiques que l'on peut donner aux entrepreneurs. Pour l'entreprise, tout d'abord, définir le bon rythme hybride. Voilà, c'est du sur-mesure, c'est du sur-mesure pour chaque entreprise, pour chaque, peut-être pas pour chaque manager, mais pour chaque entrepreneur, pour chaque patron. C'est également personnalisable en fonction de là où sont les gens. Bah, ça fait effectivement des recrutements à l'autre bout de la France ou ailleurs. Il faut pouvoir personnaliser les rythmes. Euh, il faut également savoir évidemment adapter en fonction des métiers, des tâches à faire et des tempéraments. J'ai par exemple un couple d'amis où la femme était très très contente de faire 4 jours de télétravail en étant manager chez Unilever, alors que son mari ne pouvait pas s'empêcher d'aller tous les jours au bureau parce qu'il avait besoin de cette énergie, d'être avec les gens, de leur taper sur l'épaule, etc. Euh, une chose importante qui concerne les jeunes recrues, les faire venir le plus possible au bureau. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont davantage les 40 à 60 ans qui sont demandeurs d'un maximum de télétravail, beaucoup plus que les jeunes. Les jeunes, il y a intérêt à les faire venir au bureau pour les intégrer, pour qu'ils apprennent le métier, pour que leur apprendre aussi, leur donner une forme de structure. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont assez demandeurs de cela. Favoriser le présentiel pour la créativité, donc autant pour des tâches qui nécessitent de la concentration, du recul, de la rédaction, des études, des rapports. C'est vraiment, vraiment bien plus efficace de ne pas être dérangé tout le temps par n'importe quelle sollicitation. En revanche, il est prouvé que pour la créativité, rien ne va remplacer le présentiel pour tout ce qui est atelier, brainstorming, etc. Et donc, ne pas hésiter à modifier régulièrement les règles. Mais alors, pour ça, évidemment, il vaut mieux que ce soit clair dès le départ, que rien ne sera figé, que tout est susceptible d'être rediscuté, revu, réorganisé, aménagé. Pour les managers, évidemment, il faut choisir les bons outils collaboratifs, calendrier partagé pour fixer des réunions en commun, qu'elles soient en présentiel, à distance ou en hybride. C'est évidemment plus pratique. Des outils qui sont maintenant très performants, qui sont stimulants, qui permettent de vraiment bien organiser le travail comme Slack. Il est important, d'autant plus avec le télétravail, de définir des objectifs clairs et précis pour chacun. Encourager l'autonomie tout en instaurant un suivi régulier, des reporting, des comptes rendus de réunion, voilà, mettre en place a fortiori une certaine hygiène du travail, maintenir une communication efficace, éviter les interruptions inutiles, donc surtout éviter le manager qui va penser qu'il va favoriser le travail effectif à distance en passant des coups de fil à tout bout de champ pour vérifier si la personne est bien au travail ou non pas en train d'aller faire ses courses. Créer une cohésion d'équipe malgré les distances, c'est aussi des pauses café, qu'elles soient en hybride, ça marche aussi. Prendre un petit moment plus informel pour parler de choses un petit peu plus personnelles, de manière un petit peu plus libre, prévoir des moments de partage. Et puis, d'autant plus, veiller à mettre en place une politique de détox numérique en présentiel. Ce qui veut dire que
Quand on est en présentiel, éviter d'envoyer un mail à la personne qui se trouve s'aller au bureau d'à côté et plutôt en profiter de ce qu'elle est là pour aller la voir et discuter avec elle et éviter de passer un coup de fil à la personne qui est à l'étage au-dessus ou en dessous, faire l'effort de se déplacer. Pour les salariés, bah, c'est évident, mettre en place une discipline stricte pour séparer vie privée et professionnelle. On peut apprécier un peu le mélange des genres, mais on s'aperçoit vite qu'il a vraiment ses limites et qu'on a intérêt à bien organiser cette séparation à la fois dans le temps et dans l'espace. Et puis, participer activement aux initiatives d'équipe pour éviter l'isolement, bah, être plutôt proactif sur l'organisation d'événements, lorsqu'on revient au bureau, mais pas uniquement. Et finalement, ben, le plus important, ce n'est pas d'où on travaille, mais vraiment comment on travaille. Voilà, ce petit point sur le télétravail. Je vous remercie de votre attention et s'il y a quelques questions à votre disposition. Eh bien, merci Michael sur ce sujet compliqué qui fait que beaucoup d'entrepreneurs se posent des questions. Peut-être peux-tu arrêter le partage? Voilà. Voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Michael. C'est vrai que c'est des sujets qu'on évoque fréquemment en ce moment, hein, avec les entrepreneurs et qui ont cette question des collaborateurs. Moi, j'aimerais raconter juste une anecdote qui est arrivée à un de nos clients. Donc, ils sont trois associés dans cette entreprise. Et là, un des associés a expliqué que ben, le vendredi, c'était quand même plus facile pour lui de travailler de chez lui et que mais c'était aucun problème, il serait là, hein, clairement, pour travailler, que s'il y avait besoin, il pouvait faire des réunions toute la journée, etc. Et puis, ben, il s'est passé exactement ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'un jour, il y a eu une petite urgence, et était vendredi, 15 heures. Donc, il l'appelle et il dit, mais on peut se mettre en visio, il faut qu'on regarde absolument ce document ensemble, etc. Ah, ça va être difficile. Et j'entendais du bruit derrière lui. Il dit, t'es où? Ah, ben, je suis chez Ikea. Mais pourquoi t'es chez Ikea? Ben, parce qu'il y a moins de monde à cette heure-là. Ça, c'est la première histoire. Et évidemment, ils se sont fait une petite réunion d'associés, comme on peut l'imaginer, la semaine d'après, pour essayer de poser quelques bases de confiance, hein. Et donc, ils avaient appelé finalement le télétravail de leur associé, ils avaient appelé ça la téléglande. Voilà, ça c'est comme ça c'est posé. Et puis la deuxième histoire, c'est cette petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit une manager qui fait le call du lundi matin avec tous ses collaborateurs. Ils sont tous effectivement en visio. Et il y a cette jeune femme, environ 25 ans, qui est à l'onglerie. Donc elle a posé son téléphone et on voit donc son visage, ses doigts, et on voit la personne qui lui fait les ongles. La manager qui doit avoir 50 plus à peine, peut-être même pas la trentaine, on voit qu'il écarquille les yeux parce qu'au début, c'est une toute petite photo sur une vingtaine de petites vignettes sur une vingtaine de collaborateurs. Elle monte l'image en plein écran pour bien vérifier. Puis elle dit à tout le monde, bon, pour aujourd'hui, le point est terminé. Cindy, si vous pouvez rester, j'ai deux mots à vous dire. À un moment, à un moment, et c'est là, je pense, le sens principal de l'inquiétude des entrepreneurs, c'est quand on est ensemble dans un lieu de travail, il y a des règles implicites qui sont finalement indiquées par l'organisation des lieux. Et donc, on sait qu'on est là pour travailler. L'open space est venu déjà mettre un petit peu de fluidité dans tout ça, parce que si on travaille vraiment, quand on est quatre ou cinq dans un grand bureau avec des écouteurs, en train de faire ça avec ses doigts, je suis pas bien sûr qu'on le fasse ensemble, hein, là pour le coup, mais au moins on est dans un lieu qui est codifié. Et puis, avec le télétravail, on ramène le travail dans un endroit non codifié qui est bah, la maison, ou bien Ikea, ou bien l'onglerie, ou bien la voiture. Et ceux qui me connaissent savent que de temps en temps, il m'arrive de faire une visio depuis ma voiture, à l'arrêt bien sûr, mais néanmoins. Et du coup, je voulais te poser la question, c'est comment on gère le moment où de toute façon ça dérape, parce que ça va déraper puisqu'on n'a pas le code du bureau, le code du lieu de travail à l'endroit où on est. Bah, comment dire, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable ou faire un peu de provocation, mais on a tous l'image de l'assistante, presque image d'Épinal qui se fait les ongles
voilà, pendant le service, j'allais dire. Donc, à un moment donné, une collaboratrice peut se dire qu'en se faisant faire les ongles par quelqu'un d'autre, au contraire, elle va être plus concentrée sur la réunion que si elle devait se les faire elle-même et éviter de déborder. Et puis Ikea, bah, c'est vrai qu'il y a moins de monde en milieu d'après-midi et que un cadre, un salarié responsable, il peut se dire, bah, allez, je vais chez Ikea maintenant, je vais gagner du temps et puis je vais travailler jusqu'à 9 heures ce soir. Et que si effectivement, mais alors ça tombe mal si tout d'un coup il y a une réunion impromptue. Tout ça, c'est des questions de responsabilisation, de responsabilité, d'autonomie de voilà, il faut le minimum certainement de structure pour bon calendrier partagé, outils, réunions, reporting, etc. Mais accepter, je pense qu'avec télétravail, il y a forcément une autonomie plus grande pour effectivement organiser son temps. Mais je comprends, un patron entrepreneur quand il compte sur son salarié, voit qu'il est en train de faire des courses. Voilà, mais il faut en parler. Il faut en parler, s'organiser, à mon avis. C'est intéressant d'avoir ces points de vue divers, puisque évidemment beaucoup de nos entrepreneurs ou nos auditeurs vont être d'un côté ou de l'autre ou un peu au milieu. Et en fait, on voit bien que ce que tu dis, c'est que ben, finalement, le travail et le rapport au travail a changé, mais également le fait que ça peut être vécu comme une obligation inutile d'aller se rendre dans un endroit avec 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, Mm. alors qu'on peut les gagner. Très bien, merci Ah, Voilà. infiniment. Ouais. Est-ce qu'on finalement, a d'autres questions, d'autres remarques? finalement, le vrai sujet, c'est surtout le sujet du trajet. Et donc, la vraie façon de lutter contre le télétravail ou contre la demande de télétravail, qui effectivement, objectivement, est un problème la construction de l'entreprise, dans la, 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 la maintenance de son esprit d'équipe, de son esprit en tant que tel, et dans la convivialité entre les collaborateurs, dans le travail d'équipe, etc. Donc on est d'accord pour dire que le télétravail a ce problème-là, mais en fait, il vient résoudre un problème qui est le coût humain et financier du transport. Et probablement, la vraie façon d'y répondre, bah, c'est d'offrir un logement plus proche du travail à ses collaborateurs. C'est, on a fait un petit CG là-dessus avec les travaux de Jean Toutet qui expliquait comment payer ses collaborateurs en payant en payant en nature leur logement, qui avait des très gros avantages fiscaux et sociaux à le faire. Mais il y a aussi un autre avantage qui est que on peut proposer du coup un logement qui soit à 100 mètres du bureau et qui permette donc pour les collaborateurs d'avoir un vrai bénéfice à venir s'installer au bureau, rejoindre leurs camarades, échanger socialement en permanence, ce qui est notre envie à tous. Et qui plus est, ne pas avoir à consacrer une pièce de son Logement. logement à du boulot, qui, ben, déjà, les logements sont petits et insuffisant. Alors si en plus on est obligé d'y installer un espace de télétravail, c'est coûteux. Donc moi je me dis en fait on a là quelque chose qui est finalement un symptôme, le symptôme en particulier dans les grandes métropoles de la distance entre le logement et le travail. Et la distance n'est pas une distance en kilomètres évidemment parce qu'en général on est très proche en kilomètres, mais une distance en temps de déplacement. Et oui, on peut faire 45 minutes de transport sans vrai problème et assez couramment, mais non, ce n'est pas durable. Les statistiques le montrent assez bien. Personne ne reste longtemps sur un job qui est plus long enfin, qui demande plus de 45 minutes de trajet. Mais à l'opposé, avec le Covid, beaucoup de gens ont découvert
le confort d'être en télétravail, d'être à la campagne. Il y a plus d'espace, il y a plus de calme, etc. Et on met en place des modes de vie un peu hybrides. C'est toute la difficulté quand on est à ces distances-là, revenir un jour par semaine ou deux. Enfin, bon, voilà, plus rien n'est binaire, ni 100% présentiel, 100% Alors, distanciel, ni c'est bien, c'est mal en ça, termes de ce que disait tout à l'heure Patrick sur l'onglerie ou le ou Ikea. C'est devenu beaucoup plus complexe pour tout le monde ça- à gérer. ça recoupe assez bien ma chronique suivante, c'est que Mm. euh, on a fondamentalement dans l'embauche d'un collaborateur, en particulier d'un jeune, une lutte, et je crois qu'on a déjà fait une chronique là-dessus, une lutte entre deux affiliations, de fidélité, de monde. Le monde des potes, ou le monde de la famille, et le monde de l'entreprise. Et fondamentalement, en fait, l'entrepreneur, il a pour mission d'extraire un collaborateur de son monde, euh, le monde des potes avec lequel on joue aux jeux vidéo, avec lequel on se retrouve à faire un paintball le week-end, etc. Et le monde de l'entreprise, où il est entouré par des gens avec qui il doit travailler, qu'il n'a pas forcément choisi, mais avec lequel il doit réaliser une tâche, une mission, une contribution à un monde meilleur. Et évidemment, si on laisse le choix, les gens préféreraient avoir un chèque à la fin du mois qui leur permet de jouer avec leurs potes. Mais la réalité, c'est que, ils seront passés à côté de la réalisation que l'activité professionnelle leur permet, que le monde de l'entreprise leur offre, qui est de contribuer pour toutes les entreprises qui ont pensé à garder une expression du sens qu'elle propose. Donc toujours le même problème de l'entrepreneur qui doit offrir quelque chose de plus que le simple chèque. Il faut offrir le sentiment qu'on change le monde, le sentiment qu'on participe à un monde meilleur. Et à ce prix, évidemment, c'est mieux d'avoir des collaborateurs qui sont tous ensemble, qui travaillent coude à coude et qui contribuent. Mais c'est un déchirement par rapport euh, à l'investissement cocooning que j'ai fait pour être bien dans mon monde, ou les gens avec qui j'aimerais passer le plus de temps, qui sont à côté de chez moi ou qui sont sous mon ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit juste pour éviter, pour sauver du temps dans les transports, hein, quand on fait du. C'est aussi parce que l'autre intérêt de travailler de chez toi, c'est que c'est souvent, ça vient aussi avec une flexibilité des heures. Et donc, ça devient un moment où tu peux travailler au moment où tu penses que tu vas être plus efficace. Et Et d'une certaine efficacité. Et ça ne Ouais. s'applique que pour les gens qui peuvent travailler individuellement. Non, alors ça dépend. Après, je trouve que en fait, là où ça demande beaucoup plus de taf, et peut-être que c'est ça qui est beaucoup plus qui est pas vu, mais c'est du côté des managers. Moi, personnellement, je suis un peu biaisée parce que le télétravail, je trouve que ça peut fonctionner parfaitement. Comment Et ça, mais tu je pense pratiques que le ça, télétravail, Eugénie? mais je l'ai poussé à l'extrême. Mais je pense que parce que c'est mais tout en ayant aussi des gens qui travaillent pour moi et qui sont à distance et on fait à distance. Et là où ça demande beaucoup plus de boulot, c'est un point de vue du manager. Oui. C'est le manager qui doit un peu Compenser. dont on demande plus, ouais, dont on en demande plus pendant si c'est si t'es dans un télétravail, quoi, dans une situation de Effectivement, télétravail. il y a une compensation à faire. Et la compensation, c'est on doit compenser ce qu'on perd en proximité, euh,
socialisation et communication informelle. Mm. Oui, mais du coup, oui, c'est vrai qu'il faut ajouter ces petites conversations au début d'une réunion deviennent beaucoup plus importantes, c'est vrai, Et qu'elles étaient au-delà avant et et au-delà de la réunion, et la machine à ouais, café, ouais, ce qu'on voit quand on passe à côté du bureau de l'un ou de l'autre, ce ouais, qu'on entend dans le brouhaha qui se passe au fond du bureau. Enfin, les informations sont multiples. mm. Bon, Oui, c'est pour maintenant, ça que c'est. Ouais. on peut laisser une caméra constamment ouverte avec de la sonorisation pour essayer d'augmenter mais ça devient un peu intrusif. Ok. J'ai déjà eu cette expérience d'une team où en fait on était constamment en call, Hmm. même si on parlait pas, Hmm. on était constamment en call pour pouvoir parler. C'est aussi une solution. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, mais c'est une solution. C'est une solution que j'ai dû préconiser dans le temps, donc je ne sais pas si c'est une team qui est... C'est peut-être-